Bonjour les petits loups. Bon, j'espère que vous allez toujours bien. Voilà, on ne s'est pas vu pendant longtemps, du coup on se voit un peu plus maintenant. Donc par rapport à la vidéo de hier, hein, je vais faire un gros feedback là, puisque je vous avais promis en fait de faire cette vidéo sur le champ des quantiques, le champ des possibles, les dimensions différentes, qu'est-ce qu'on vient faire dans la matière, pourquoi la matière, etc. Mais je vois qu'avant, il y a quelque chose encore à déblayer, donc bon, bah, elle va être faite, hein, je vous le promets, vous l'aurez. Par contre, bon, bah, suite à cette vidéo que j'avais effacée sur les chemtrails, sur la Terre plate, où j'essayais d'apporter humblement vraiment ma compréhension du moment sur ces sujets-là. Donc j'ai reçu pas mal de demandes en fait, bah, on aurait bien voulu voir cette vidéo, c'est très dommage que tu l'aies effacée, au moins pour se faire notre avis, pour pouvoir se positionner et tel. Bon, moi je me positionne pas plus que ça, hein, je vous le répète. Alors les chemtrails, je dis oui, et je dis non dans certains autres cas. Moi, ce qui me semble important de soulever là, c'est pourquoi est-ce que l'humanité a tendance à se foutre sur la gueule quand on a des avis comme ça divergents sur des choses. Et c'est très dommage parce que bon, bah, le sujet, je le trouve pas plus important que ça, mais ça vient déterrer, ça vient mettre quelque chose en lumière, effectivement, d'une petite faille là qu'on a, j'ai l'impression, qui a porté souvent l'humanité dans ses pires retranchements, à savoir, bah, j'ai une croyance, je la défends, j'ai mon os à ronger, et si tu viens me la changer, eh ben, je vais te mordre, quoi. Et c'est ce que j'en ressens un petit peu avec cette histoire de soit chemtrail, soit Terre plate, ou soit Terre plus grande que ce qu'elle nous est présentée. Bon. Qu'est-ce que j'ai reçu? Donc, oui, alors donc Olivier m'a tout de suite appelé, effectivement, pour me dire ouais, mais j'ai jamais dit que j'étais platiste, hein, tu sais. Et moi, pourquoi je l'ai cité? Parce que ce qui me semble intéressant, c'est surtout pas de dire que bah, je suis pour ou contre ou ce que dit Olivier, c'est pas le souci. D'ailleurs, je le suis à 100% dans ce qu'il est, j'ai une grande amitié, une grande admiration pour lui. Et parfois, il y a des choses, bah, comme tous les êtres humains, on se dit bah tiens, cet argument-là, moi j'y adhère pas forcément ou je le suis pas, mais à aucun moment, tu vois, entre Olivier et moi, comme je l'avais dit, et c'est pour ça que je l'ai cité, c'est que ça doit être une source de conflit ou qui pourrait casser notre amitié, ce serait complètement primitif, tu vois. Donc il m'a appelé en se marrant comme d'habitude, et puis du coup on essaie d'échanger, bon, on avait déjà un petit peu échangé deux, trois arguments là-dessus, moi je lis les siens, il a le cœur ouvert, il écoute les miens, il s'intéresse d'ailleurs à ce que je vais lui dire, il m'a demandé d'ailleurs personnellement, mais alors quand tu canalises, qu'est-ce que, tu vois, parce qu'il a cette faculté de se remettre en question, d'avoir le cœur ouvert, et j'essaie de faire la même chose tout simplement. Donc, j'ai pas dit qu'Olivier était plastiste, hein, d'après ce qu'il m'a dit, hein, c'est que pour lui, la Terre est beaucoup plus grande que ce qu'on nous fait croire, et que le pôle sud serait pas vraiment un pôle, mais plutôt une limite, une frontière qu'on n'a pas le droit de franchir, et derrière, au-delà de ça, il y a des terres émergées qui ne sont pas accessibles. Moi, j'aime bien cette idée-là, j'ai pas de souci, hein, ce serait chouette. Et de nouveau, je lui dis, bah écoute, si une fois on pouvait y aller en force, et puis on passe cette limite, et puis on va découvrir ce qu'il y a derrière, comme Magellan, ou comme, tu vois, comme des explorateurs, ce serait excellent. Sauf que bon, bah moi pour l'instant, les terres émergées qu'on nous présente, j'en ai peut-être visité 2-3% sur la planète, donc il me reste, tu vois, je peux encore faire pas mal de fois de voyages avant de découvrir tout. Donc bon, bah pour l'instant ça me va. Et puis après, c'est plus une question c'est même pas une question de croyance pour moi, c'est plutôt de faire le choix de dire bon bah cette hypothèse-là, elle me répond à beaucoup de mes questions, donc elle me nourrit et je reste comme ça avec une sensation de plénitude si tu veux. Et dans l'autre hypothèse, eh ben, je reste avec beaucoup de questionnements et je reste sur ma faim. Et je suis un peu assoiffé. Donc, à savoir la théorie qu'elle serait plus grande, parce que ça vient me poser d'autres questions, tout simplement. Donc, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, parler juste d'un sujet comme ça, tout simple, apprendre à s'écouter les uns les autres, tout simplement, tu vois, et puis partager des choses qui m'appartiennent pas, tu vois. Moi, c'est un niveau de compréhension qui me satisfait aujourd'hui. Mais si tu viens me dire, bah tiens, on va passer cette fameuse frontière et puis peut-être il y a des diplodocus de l'autre côté, mais je suis le premier à te suivre et puis me dire, waouh, je me suis complètement trompé. Et c'est hallucinant. Et puis je te prendrai dans les bras et je serais super content de m'être trompé, tu vois, comme je suis super content de voir que j'avais un peu exagéré dans le taux de mortalité aujourd'hui, tu vois, du vaccin, etc. Tu vois, c'est toujours cette faculté de se remettre en question, de rebondir, dire la vie est en mouvement. Et puis bon, bah, ne pas s'accaparer d'une croyance comme ça et puis d'être figé là-dessus. Donc, bon, bah, puisque plein de gens m'ont demandé
C'était quoi ces fameux arguments sur cette terre et sur les chemtrails? Je vais essayer de me lancer. Après, arrêtez d'essayer de me mettre les uns contre les autres, quoi, parce qu'on m'envoie aussi des vidéos, alors particulièrement celle de Rachel Fortin, que je salue si par hasard elle passerait sur ma chaîne, je sais qu'elle regarde mes vidéos, j'en regarde aussi certaines des siennes, on a un petit peu communiqué sur les commentaires. J'aime beaucoup cette personne, j'ai beaucoup de respect pour elle, je trouve qu'elle apporte des visions qui sont très intéressantes. Et on m'a beaucoup, alors 4 ou 5 fois, on m'a ramené avec un lien d'une vidéo où elle parlait de la Terre plate. Moi, je vais pas faire tu vois, il y a les pour et les contre, quoi. En plus, je suis des signes de la balance, quoi. Donc pour faire un choix, moi, c'est souvent cornélien. Donc ce qui m'apporte plus d'aisance, c'est souvent de dire, bon, c'est pas ça ou ça, mais c'est ça et ça. Donc, j'irai voir cette fameuse vidéo de Rachel, que j'ai pas vue, j'irai la voir, je vous assure, quand j'aurai un peu de temps. Je suis sûr qu'elle est très intéressante. Mais là, du bout du nez, ce que je ressens, c'est que certainement, comme souvent, les canaux, les médiums, ils peuvent canaliser, pas forcément dans la 3D, tu vois. On peut très bien les canaliser dans d'autres dimensions, dans des choses plus hautes, et puis à partir de la 5, la 7, la 9D, effectivement, on n'est plus tellement dans des concepts de terre ronde qui tournent. Là, on parle vraiment de la 3D, de la matière. Hein. Sur cette vidéo, elle n'est pas du tout... elle n'est pas du tout canal, donc ne me comparez pas à des canals sur ce coup-là, parce que là, je ne mets pas mon uniforme, ma jaquette, si tu veux, mon habit de médium. Non, on va juste essayer de comprendre, essayer d'expliquer tout simplement qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est palpable. À mon avis, ce que Rachel a dû capter, c'est certainement que quand tu arrives à partir de la 5, de la 9D, là, c'est ce que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo, sur ce champ des possibles, c'est que moi je vois des trames, effectivement, qui sont posées à plat, avec des champs des possibles, et puis là, les concepts de terre ronde, bon, c'est vrai qu'ils s'estompent, on va dire. Mais de quoi on parle, tu vois, ça sert à rien de se foutre sur la gueule, parce que je veux dire, il y en a un qui regarde là, puis l'autre qui regarde là, puis il dit, moi j'ai raison parce que je vois ça, puis moi j'ai raison. Oui, mais les deux ont raison, il n'y a pas de souci. Exactement comme les chemtrails, de nouveau j'ai reçu des arguments, oui, mais il y a un mec un peu agressif de nouveau là dans les commentaires, là, ouais, alors tu dois être le seul pilote au monde qui ne sait pas, qui ne sait pas que tous les avions balancent des chemtrails de nouveau, puisqu'ils l'ont dit sur Arte. Alors j'aime bien, parce que tu sais, les mêmes personnes vont te dire, quand ça les arrange pas, tout ce qui passe à la télé c'est fake news, et quand ça les arrange, l'argument c'est que c'est passé sur Arte. Moi, tu vois, c'est de nouveau, ça me remplit pas, quoi, tu vois, je dis, c'est pas parce que c'est sur Arte que tel. Mais de nouveau, j'étais pas entier à dire, ça n'existe pas. C'est ce que j'essaie de me tuer à répéter. J'ai dit, oui, alors peut-être c'est les avions de l'OTAN, il paraît, qui font ça. De nouveau, ça m'apporte pas mal d'autres questions qu'on va aborder plus tard. Peut-être. En tout cas, moi, de nouveau, je parlais d'une compagnie telle que la mienne, hein, EasyJet en l'occurrence, une compagnie low cost, où je voyais ça vraiment très difficile techniquement, et puis de le faire à grande échelle, surtout pour que ça ait un impact significatif. Quelle organisation très derrière, et qui, et quoi, et comment. Tout simplement, ça m'apporte d'autres questions. Donc voilà, tous ces arguments qu'on m'apporte, je vais essayer d'y répondre, et puis pour satisfaire un petit peu l'envie de ceux qui avaient envie d'écouter cette vidéo que j'ai supprimée, que j'ai plus, hein, donc que j'ai effacée. Donc j'ai pris un petit peu de matériel, hein, ça c'est le soleil donc. Hein. Donc c'est vraiment très humble, hein. Moi j'ai simplement essayé de partager quelque chose que tout le monde peut observer, qui m'a permis de comprendre, de voyager, tu vois, qui aide les navigateurs surtout à comprendre la circulation des vents, d'aller à gauche, à droite, et puis bon, je trouve que c'est pas mal, quoi. Après, c'est juste, en fait, c'est pas pour placer ma science, hein, c'est juste pour essayer d'ouvrir les esprits et dire, allons au-delà, tu vois, puis posons-nous des questions, enfin, je vais vraiment aller sur le sens des questions. J'ai un peu peur, hein, je bégaye un peu, parce que je me fais tellement ramasser avec cette histoire-là, et je trouve que c'est vraiment bizarre, là, parce que... Si tu veux que la Terre soit plate ou qu'elle soit plus grande, ou bien quoi, mais moi ça me va très très bien, j'ai aucun souci. Hein. Et puis de nouveau, si on y va, et puis on verra bien. Donc ne regarde pas cette vidéo si tu te sens vraiment agacé ou énervé, parce que ça vient te prendre une croyance qui te rend heureux. Si cette croyance elle te fait vivre, elle te rend bien, moi c'est comme ça que je valide mes croyances. Hein. C'est à partir du moment où elles me permettent d'être plus léger, d'être plus en santé, d'être plus libre, d'être plus heureux, de pouvoir expérimenter. Donc si la tienne elle te permet ça, surtout garde-la. Garde-la, il n'y a pas de problème. Après, moi, mon observation, je ne parle même pas de croyance,
disons elle m'amène les mêmes choses, elle me permet de me sentir libre et heureux, tu vois, puis j'ai pas envie tellement de dire, voilà, on nous cache cela, on essaie de nous tuer, tu vois, parce que ça me met pas dans une énergie qui est très sympa et ça me fout pas de bonne humeur, quoi. Donc voilà les petits loups. Moi j'ai envie d'aborder, donc par rapport à quoi déjà, je vais essayer qu'elle soit pas trop longue, hein, parce que alors, des fois je brode un peu, je vais essayer de pas trop tourner autour du pot. Mais quand même, il y a quand même deux, trois petits sujets là qui méritent d'être expliqués tout simplement, hein, donc des petites bases observables. Je regarde souvent là parce que j'ai mes notes. Bien, je vous présente la Terre. Désolé, je l'ai fait ronde. Elle n'est pas exactement ronde d'ailleurs, hein, elle est exagérément ronde effectivement, elle est plutôt ovale et elle est plutôt un peu patatoïde. Oui. Bien, alors, on est d'accord. Enfin, je ne sais pas si on est d'accord, si on va être d'accord très longtemps, j'espère. Est-ce que ça se voit là, mon éclairage? Ouais. Bon, on va dire que ça c'est le soleil. Ouais. Bon, on va aller. Ouais. Donc, bon, bah, comme chacun le sait, hein, disons, comme chacun le sait, non, compliqué cette histoire de Dieu pour dire les bons mots. Comme il est admis, on va dire, par une, j'ose espérer, enfin, j'ose même pas, enfin, disons une majorité, la Terre tourne sur elle-même, d'accord? Sur ces deux axes. Très bien. Donc on a donc jour-nuit, effectivement, quand on est à l'ombre, c'est la nuit, quand t'es là, t'es en plein soleil. D'accord, ça, tout le monde est OK avec ça. C'est vrai que ça vient pas du tout expliquer, elle pourrait très bien être plate et le soleil tourne là, ou elle pourrait être très bien plus grande et ce serait la même chose. Donc là, on n'est pas du tout dans une preuve de quoi que ce soit. C'est juste pour poser un peu les bases. Bah, c'est sûr que je pose des bases là, très basiques, hein. Ok, concept numéro 2. Pourquoi les saisons? Alors là, ça devient intéressant. Pourquoi bah, il fait plus chaud en hiver. Ah. Ça commence. Il en perd son latin, le gamin. Pourquoi est-ce qu'il fait plus chaud en été qu'en hiver? Et j'imagine que ça commence à se remarquer, hein, qu'il fait un peu plus chaud en été. Hein, je pense qu'on est tous d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On s'est tous posé la question plein de fois, j'imagine. Hein, c'est des trucs que vous n'endormez pas la nuit. Oh là là, mais pourquoi les saisons? Mais pourquoi? Bien, bien, bien. Alors, donc là on va dire que c'est donc l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Hémisphère, donc moitié d'hémisphère. Hein. Ok. Je vous prends pas pour des cons. Hein. Vraiment, j'essaie juste que ça parle. Enfin, c'est juste pour poser les bases et qu'on parle tous le même langage. Je sais que tu sais ce que c'est qu'un hémisphère, j'imagine. Hémi, moitié, voilà. C'est dur parce que c'est tout inversé là. Hop, tu vas t'y mettre quoi. Bien, bon, petit concept déjà, parce que je sens qu'on va me prendre déjà dessus. Le soleil est là au milieu, la Terre tourne autour, sauf qu'elle ne tourne pas en cercle. Hein. Elle tourne en ellipse, c'est-à-dire c'est une sorte d'ovale. Et il y a des périodes de l'année où elle se trouve beaucoup plus loin du soleil et certaines périodes qui se trouvent beaucoup plus proches. Ok, déjà là il y a un truc qui est contre-intuitif parce que tu vas... si tu sais pas la suite, logiquement, tu vas dire, bon, bah évidemment, l'été, c'est quand elle est proche, et l'hiver, c'est quand elle est loin. Eh ben non. Merde, ça aurait été plus simple d'expliquer, mais du coup, c'est pas comme ça. En fait, c'est le solstice est quand la Terre est au plus loin du Soleil, et les équinoxes, c'est quand elle se trouve au plus proche. D'accord? Et c'est bien parce que ça vient contrebalancer cet effet de précession, justement, sinon on aurait des étés à 100 degrés, quoi. Donc en fait, l'été, d'ailleurs, le soleil en hiver, il est plus gros. Tu peux le constater que le soleil d'été se voit plus petit. Ça, c'est une première constatation qu'on peut tous faire. Hein. Soleil d'hiver, des couchers de soleil en hiver, quand tu fais du ski, tu peux remarquer que le soleil, des fois, il est bien balèze, quoi. Donc, on se dit, ben merde, alors ça, il y a un truc qui joue pas, là. C'est pas à cause de ça, les saisons, c'est pas du tout à cause de la distance par rapport au soleil. Les saisons, simplement, et je trouve que c'est chouette, en fait, hein, à expliquer. Merde, je suis pas génial, là, dans mon angle. Ouais. Il faut un grand angle. Je suis trop près, là, attends. Pour que ça se voie bien, j'aurais dû prendre une mandarine plutôt, parce qu'elle est un peu grande, ma terre, là. Donc, nous avons l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, le pôle nord, le pôle sud. L'Antarctique ou la limite de ce que vous voulez. Moi, je vais partir sur la base classique, hein, la vieille école, on va dire, qui m'apporte toutes les réponses dont j'avais besoin. Donc, on voit bien, là, qu'effectivement, c'est bien, ça se voit bien. Regarde, on est d'accord qu'à l'équateur, il fait plus chaud que sur les pôles nord, ça va, là, jusqu'à là, on va pas se foutre sur la gueule pour ça. Donc effectivement, pourquoi? Parce qu'on voit bien que le rayon
arrive là droit, hein, donc là on a vraiment une surface réfléchissante, et plus on monte sur les pôles, et moins on a de rayons, si tu veux, ou bien les rayons arrivent moins directement, ils sont beaucoup plus filtrés par l'atmosphère, donc on se les gèle. Pour ça, j'ai pas du tout envie d'y aller. Là, nous avons donc les tropiques. Tropique du Cancer, tropique du Capricorne, 30 degrés, hein, ça c'est ce qu'on appelle donc une latitude, on a plusieurs latitudes, ça va jusqu'à 90 degrés, le 90e il est au pôle Nord, donc New York, Paris qui sont à peu près alignés, c'est le 42e, hein, je crois, degré. Donc là on est dans ce qu'on appelle des zones tempérées, et là on est dans des zones tropicales. Tu remarqueras que tout vient se changer, en fait, quand tu passes de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, les choses s'inversent, hein, la météorologie. Donc là, c'est vraiment des petites bases très basiques de météorologie. Ça n'explique toujours pas les saisons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les saisons? Parce qu'en fait, la Terre, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas droite. Elle tourne, oui, certes, autour du Soleil, avec son équateur qui est là. Mais il y a un truc qui est un peu tricky, c'est qu'elle est inclinée. Tac, elle est comme ça. Et elle tourne comme ça. Et cet angle, on le connaît très bien, il est de 23,5 degrés. Et c'est ce qu'on appelle la précession. Non, la précession, pardon, c'est qu'en fait, comme elle tourne sur elle-même, elle a tendance à faire un peu comme ça. Tu sais, comme une toupie. Tu lances une toupie, quand elle tourne très vite, ça va, puis à la fin, elle commence à faire une espèce de cercle comme ça, de plus en plus grand, et puis jusqu'à s'arrêter et jusqu'à tomber. Donc ces mouvements d'oscillation, on appelle ça la précession. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'en fait, on commence à avoir une précession qui augmente en fait, donc ça change effectivement les saisons. Donc on a de plus en plus de chaleur dans l'hémisphère nord, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en Australie, ils ont de plus en plus frais. Bon. Ok, je vais venir à mes saisons, mais il y a un truc qui est assez intéressant, parce que alors, de nouveau j'entends, ouais, la Lune, c'est l'enfer, c'est un satellite machiavélique et reptilien, et peut-être, d'accord, mais n'empêche que cette Lune qui tourne autour avec son magnétisme, elle vient justement stabiliser cette précession. Si on n'avait pas la Lune, la Terre commencerait à faire ça, comme une toupie de plus en plus grand, et ça partirait complètement en vrille. C'est pour ça que les planètes sont stabilisées en général grâce à leurs satellites. Et plus elle est grosse, plus elle a de nombreux satellites, et ça vient stabiliser en fait cette fameux effet de précession. Il n'empêche que nous, tous les 100 000 ans, si tu veux, elle fait un peu un truc comme ça, quoi. Ok, bon, ça c'est pour voilà, un petit clin d'œil à la Lune, hein, qui n'est pas... que si on éclatait, je veux dire, avec des bombes nucléaires, et ben, la Terre, elle partirait complètement en vrille, ça irait pas du tout. Et elle a aussi un effet sur bon, bah, les marées, évidemment, ça comme tu sais, et puis par rapport aux arguments de la Terre plate sur l'eau, j'y viendrai. Bon, alors, les saisons, donc, là, tu te rends compte que dans le tropique, eh ben, tu as un paquet de soleil, machin, tout, sauf que tu inclines un petit peu comme ça. Donc, tu vois, ta zone des tropiques, elle est toujours quand même pas mal éclairée, hein. Mais ce qui va se passer, c'est que si, pour la compréhension, on va exagérer un petit peu, regarde ce qui se passe, c'est que quand tu tournes comme ça, tu vois, eh ben regarde, là, tu as toujours l'hémisphère nord, il est plus éclairé que l'hémisphère sud. Hein? Tu vois, tu as bon tourner tout ce que tu veux, tu verras bien que... Donc là, ça veut dire que quand on est de ce côté-là du soleil, en fait, on sera, nous, en été. Par contre, l'hémisphère sud, lui, sera en hiver, puisque regarde bien que l'Australie, tu vois, elle n'est pas très éclairée. Donc elle a des jours qui sont assez courts, puisqu'elle passe là, et tac, elle se retrouve avec des nuits plus longues. Nous, quand on est en haut, en été, eh ben, tu vois qu'on on a une surface de temps éclairée au soleil qui est quand même éclairée beaucoup plus longtemps. Et puis après, l'équinoxe, eh ben, c'est quand on est pile de l'autre côté. Donc là, ça s'égalise et puis c'est à peu près pareil des deux côtés. Le pôle, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on exagère vraiment le truc, tu remarqueras facilement que le pôle nord, eh ben, lui, il va toujours être éclairé en fait. Tac, 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 il tourne. Et en fait, tu vois le soleil quand tu es là, si tu habites là, bah, tu vas voir le soleil, et ton coucher de soleil, eh ben, tu seras là. Donc c'est pour ça que tu vois le soleil qui arrive juste des fois à ras, et puis il fait 6 ou je sais plus, 4 ou 5 mois de jours complets, tout le temps. C'est naturellement à cause de cette inclinaison qui fait que le pôle est toujours éclairé. A contrario, le pôle sud, il fait nuit pendant 6 mois. Puisque lui, bah, tu vois, il chope pas, il a pas de rayon de soleil là, tu vois, si tu tournes comme ça. Ok, alors ça explique voilà, la base des saisons, hein, tout simplement. Donc, alors première question que je me pose, s'il y avait... Bon, déjà, si elle était plate, et ça, de moins en moins de gens le disent, pourquoi il y aurait des saisons?
Tu vois, comment t'expliques si elle est plate et puis tu tournes en soleil, ok, autour, il faudrait qu'il s'écarte, je sais pas, enfin, tu vois, il y a un truc qui joue pas au niveau de l'été et de l'hiver, quoi. Et puis pourquoi on peut bien observer qu'effectivement, quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, pourquoi c'est l'hiver dans l'hémisphère sud? Si elle était plate, ce serait l'été partout, tout le temps, dans toute la surface. Ok, donc là, je reste le bec dans l'eau avec ça, par exemple. Si elle était beaucoup plus grande que ce qu'on nous dit, donc admettons que ça c'est une limite, si tu veux, du pôle Nord et que tout ça on ne connaît pas. Hein, ce serait l'idée un petit peu. Hein, donc là on a le droit d'aller jusqu'à là. Oui, mais alors pourquoi de nouveau est-ce que l'Afrique du Sud, Ushuaïa, enfin le bout de l'Amérique du Sud et puis l'Australie, pourquoi est-ce qu'ils ont des saisons contraires à nous, tu vois? Parce que ça veut dire que l'équateur il devrait être... il est où? Bon, bah alors ça c'est... Voilà. Ça, c'est une première chose qui explique quand même assez bien qu'il me semble que tout ça, c'est rond et c'est pas plus grand que ce qu'on nous propose. Voilà. Après, bon, on peut parler un petit peu justement de l'effet des vents. Alors, tous les navigateurs le savent, hein, tant les pilotes que ceux de bateau, là, comment on dit, un navigateur, quoi. Les vents, si tu veux, sont toujours est-ouest, vraiment au niveau de l'équateur. Et on appelle ça l'effet de Coriolis. C'est-à-dire que quand tu as un vent qui part du nord et il va directement au sud, à cause de la rotation de la Terre, le vent il va faire un truc comme ça, si tu veux, il va faire une espèce de courbe. Donc le même vent qui est nord-sud, à l'équateur, on va se rendre compte qu'il va être pile parallèle. Et là, on a toujours des vents qui sont comme ça. Par contre, à l'hémisphère nord, on voit que les vents se rencontrent et viennent effectivement se juxtaposer. C'est pour ça qu'on a des typhons, c'est pour ça qu'on a un climat tropical qui est très différent que dans le climat tempéré. Ce que font les avions et les bateaux, c'est qu'en général, quand ils vont là, ils profitent d'aller dans ce tropique parce qu'ils ont toujours du vent dans le dos. Par contre, un avion qui revient, il va prendre une route différente parce que là, il va devoir remonter le vent et puis ça va être très compliqué pour lui. Donc qu'est-ce que ça explique tout ça? De nouveau, je veux dire, c'est bien une sphère, c'est bien une hémisphère, puisque sinon on n'aurait pas cet effet de Coriolis qui vient effectivement, qui est observable. Et tu peux regarder sur des cartes des vents, et tu verras que le vent sur les tropiques est toujours est-ouest, toujours, toujours, toujours. Il n'y a jamais de vent dans l'autre sens. C'est parce que tu vois, quand tu tournes comme ça, les masses d'air, elles se font diriger, pardon, je le mets à l'envers. La Terre tourne comme ça, c'est simple, tu vois, si tu fais tourner une boule et puis que tu prends un trait de stylo et puis tu descends, ton trait il va pas être droit puisque ta boule elle tourne. Ton trait il va faire hop, comme ça, il va faire une exponentielle sur le côté. Voilà. Ok, ça me paraît passionnant comme vidéo. Bon. Donc en fait, de nouveau, je veux dire, ça c'est des effets qu'on ne pourrait pas observer si elle était soit plate, soit plus grande que ce qu'on nous dit. Et c'est observable, quoi. C'est tout à fait observable. Ah, il y a encore un truc qui est joli, c'est les aurores boréales, par exemple. Alors, évidemment, les aurores, tu les auras que 6 mois par année ici et que 6 mois par année là. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la ionosphère, si tu veux. Et comme les rayons, ils viennent chatouiller sur le bon angle, ils viennent exciter ces ions, et ça crée des aurores boréales. Mais il faut avoir pour ça un angle qui est très pentu, si tu veux. Donc, il y a vraiment que les rayons, tu vois, ils viennent chatouiller vraiment beaucoup d'atmosphère. Après, quand tu descends, si tu veux, il y a moins de couches d'atmosphère qui est traversée par les rayons du soleil. Donc, on n'a pas des aurores boréales sur Paris ou sur Genève. Mais ça, c'est à cause justement de nouveau de cette inclinaison. Les aurores boréales, elles sont aperçues autant dans le pôle sud que dans le pôle nord, mais jamais, 6 mois par année, elles sont en haut, 6 mois par année, elles sont en bas. De nouveau, si ça, c'était le pôle sud, il n'y aurait pas d'aurore boréale, quoi. J'espère que je ne vais pas me faire défoncer là avec cette histoire là, parce que j'ai l'impression de dire un truc tout con, tu sais, et puis j'ai une espèce de peur derrière là, qui me dit mec, tu vas te faire défoncer. Bon, alors ça c'est pour les arguments ça. Alors après, moi je reçois quelques-unes, des mesures qui disent oui, mais regarde, là on a mesuré, théoriquement si la Terre était en courbe, si tu mets un mètre, il y a des endroits qui sont plats, c'est pas possible parce que tu vois toujours tu vois, c'est vraiment comme si c'était plat. Bon, à ça je répondrais déjà tout simplement que la Terre elle est pas parfaitement ronde, elle est dite, c'est vraiment le terme, elle est patatoïde en fait. Déjà elle est écrasée sur les pôles, donc la circonférence de l'équateur est plus large que la circonférence d'un méridien. Ça c'est aussi un truc à savoir quand tu navigues, parce que sinon tu n'arrives pas à bon port.
Donc déjà, elle est pas vraiment ronde, elle est ovale. Ça, de nouveau, à cause de la force centrifuge, si tu veux. Au bout d'un moment, elle a un peu gonflé sur les côtés, comme si tu fais tourner un chewing-gum très rapidement, bah, il va pas être très, tu vois, il va finir par s'élargir un peu sur les côtés. Mais elle n'est pas parfaitement ronde du tout. Pas du tout. Alors c'est vrai que de loin, on la voit ronde, mais il y a des zones qui sont plates, il y a des zones, elle est un peu, tu vois, comme ça. Donc évidemment, si tu trouves, il y a des zones, effectivement, sur la Terre, sur des kilomètres et des kilomètres, qui n'ont aucune courbe. Zéro. Mais parce qu'on n'est pas sur une sphère parfaite. Là, je vous montre une sphère parfaite, mais si on voulait vraiment la faire, ici, tu aurais des bosses, enfin des montagnes, des vallées, tu vois, il y a des zones de plat, et tout ça mis l'un dans l'autre, ça fait une espèce d'octogone, quoi, enfin, si tu veux, avec des petits angles un peu partout, comme ça. Et la somme de tout ça, bon, ça fait une sphère. Mais évidemment que si toi, tu te retrouves à un endroit à mesurer, et puis que tu dis, ah bah là, c'est plat, oui, effectivement, tu vois, je veux dire, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, ceux qui ont pris certaines mesures à des endroits. Effectivement, il y a des zones qui sont tout à fait plates. Mais ça n'explique pas que le tout est plate, parce qu'après, il y a des autres zones où tu verras que la courbe, elle est beaucoup plus, tu vois, pour rattraper ce plat, quoi. Elle est beaucoup plus angulaire. Oui, mais alors, il y a des endroits, il y a des moments, ça c'est intéressant de dire, que sur le large, on voit les bateaux, tac, des fois, alors on m'a envoyé aussi une vidéo par rapport à ça, que le bateau, tu le vois, comme ça, il part au large, tout à coup, tu le vois plus, et tout à coup, tu le revois. Alors, bah, tu vois, bah, ça peut pas être rond, parce que sinon, le bateau, tu vois, il disparaîtrait pas, ou il y a des endroits où il disparaît vite, ou des endroits où il disparaît pas vite. Ce à quoi je répondrai, la marée, tout simplement. Alors, bon, la marée, de nouveau, la Lune, c'est pour ça que je parlais de la Lune aussi, c'est qu'il y a pour quelque chose clairement là-dedans. Alors oui, l'eau, elle devrait être complètement ronde, sauf que non, de nouveau, elle n'est pas complètement ronde. Ok, imagine-toi, océan Atlantique, océan Pacifique, d'accord? D'un côté, de l'autre. Hein. Facile à visualiser, là, tu as la Lune. La Lune, imagine-la comme un espèce d'aimant. Donc, puisqu'elle a de l'attraction, en fait, elle est attractée, elle est attirée par la Terre, mais grâce à sa force centrifuge de rotation, tu vois, c'est un équilibre qui est génial, parce qu'elle tourne juste à la bonne vitesse pour équilibrer la force centrifuge d'un côté et l'attraction de l'autre, et donc comme ça, bah, elle ne vient pas se planter sur la Terre, ou sinon elle se tirerait dans l'espace. Donc tout ça, je trouve que c'est poétique, parce que tu te rends compte tu dis, mais où est le hasard là-dedans, quoi? C'est un équilibre qui tient comme ça, mais c'est magique. Et on dirait mais que c'est pas pour rien qu'on a juste une seule lune et assez petite, parce qu'elle est juste vraiment ce qu'il faut, bah déjà pour venir stabiliser la précession, et puis rester là où elle est, quoi. Puis des planètes beaucoup plus grandes comme Jupiter, je crois qu'ils ont 15, 20 satellites. Et bah tu te dis, merde, c'est peut-être du hasard, mais enfin, force est de constater qu'il y a une sacrée intelligence derrière, parce que du coup, ça tient dans un équilibre qui est absolument parfait. Et ça, bah, moi, je trouve ça chouette, quoi. Vous allez me dire, ouais, tout le monde nous ment, gna, bon, bah d'accord. Bon, bref, donc les marées, avec notre Lune ici, qu'est-ce qui se passe? Si elle est là, la Lune, ok, l'eau va être attirée. Donc, elle va bomber plus que la courbe de la Terre, puisqu'elle va faire une espèce de succion. À cet endroit-là, on aura donc la marée haute, puisque ça va aspirer de l'eau, il y en aura plus que de l'autre côté. Tu vois? Donc là, tu as la marée haute. De l'autre côté, eh ben, au lieu d'avoir un bombage qui est parfait, tu vas avoir peut-être, si on exagère, presque un creux. C'est-à-dire que cette eau-là, qui est là de ce côté, elle va être attirée du même sens. Elle est attirée comme ça, donc j'ai une surface concave. Et là, j'ai une surface qui est plus convexe. Donc, quand ils prennent des mesures de bateaux sur le large, ce qui se passe, c'est qu'ils sont à cet endroit-là, ils n'ont pas pensé à la Lune, mais qui sont sur une surface qui est concave. Donc, ce qui explique que le bateau, eh ben, il disparaît et il réapparaît. La marée, les gars. La marée, tout simplement, tu vois. Et moi, ça me va. Moi, ça me va. Je veux dire, au lieu de dire, ouais, les gouvernements nous mentent, mais pourquoi? Enfin, tu vois, c'est une explication qui me rend plus heureux. Peut-être qu'elle est fausse, hein, je ne sais pas. Je suis pas allé, moi, je ne suis pas à la Lune, je ne suis pas allé sur la Lune et je n'ai pas regardé. Mais je peux observer qu'il y a des marées. On peut l'observer. Et on sait que quand ici c'est marée haute, ici c'est marée basse. Ça, c'est observable. Toi-même, tu peux le voir. Voilà, pour la Terre plate. Je crois que, bah, je sais plus. Après, je vais encore dire, ah, mais merde, j'avais encore tel et tel argument. Bon, bah là, je crois que c'est pas mal. Hein, on est déjà à une demi-heure pour la Terre plate. Ou plus grande que ce qu'elle ne paraît. Parce que j'ai rien oublié par rapport. Alors, plate, c'est vrai que ça me semble plus évident c'est pas à défendre, hein, c'est vraiment à essayer d'expliquer le pourquoi du comment.
la Terre qui serait plus grande que ce qu'il nous présente. Alors, est-ce que j'ai dit tous les arguments? Moi, ce qui me semble le plus cohérent, c'est surtout cet effet de Coriolis. Ça, tu peux regarder sur n'importe quel... Regarde, l'effet de Coriolis, tu verras tout de suite. Tous les navigateurs s'en servent, autant aériens que sur l'eau. Et puis sinon je n'explique pas comment, effectivement, il ferait plus chaud à l'équateur. Ouais, je crois que c'est déjà, là ça, il me semble c'est clair, quoi. Tout le monde sait, je veux dire, bah, t'as qu'à téléphoner à Stéphanie Fabigène, tiens, qui habite au Chili, si je dis pas de bêtises, c'est dans l'hémisphère sud, bah, elle te dira tout de suite, bah, nous on se les gèle, quoi. Quand t'es par là, Brésil, Amazonie, tout ça, tu vois bien qu'il fait quand même vachement chaud. Mais plus tu vas monter, tu vas arriver dans les Caraïbes, il fait encore chaud parce que tu es dans les tropiques. Tu vas arriver aux États-Unis, Miami, tout ça, il fait encore chaud. Tu arrives au Canada, il fait de plus en plus froid, de plus en plus froid, de plus en plus froid, jusqu'au pôle Nord. Quand tu es là, tu vois, ça pourrait pas marcher si c'était plus grand, si on nous cachait quelque chose, parce qu'on est bien d'accord qu'une fois que tu as dépassé l'équateur, et ben là, tu commences à arriver au Chili, et gentiment, plus tu descends, plus tu as plus toutes les cailles, quoi. Donc, si on nous cachait quelque chose, bah, il ferait de plus en plus chaud, tu vois. Mais non, tu vois bien que quand tu arrives dans le sud de l'Amérique du Sud, bah, on a beau appeler ça le sud, mais il fait vachement froid. Ushuaïa, je veux dire, ils ont des températures, ils ont des pingouins. En Amérique du Sud, il y a des pingouins, si je dis pas de conneries. Hein. Et là, on commence d'être un petit peu proche de ce pôle sud. Mais ce qui se passe aussi, ce que j'ai ce pôle sud, pourquoi personne n'y va? Parce que c'est très très loin de toutes les terres émergées. C'est-à-dire le plus proche, ce serait Ushuaïa, mais après l'Australie ou l'Afrique du Sud, bah, Pretoria aussi, hein, ils ont des hivers qui sont très frais. Ils ont de la neige, hein, même des fois. En tout cas, là, mais ils ne sont pas aussi au sud que l'Amérique du Sud. Hein. L'Amérique du Sud, qui finalement, on dit le sud, mais... Donc, je veux dire que tu es là, t'as froid, t'as de plus en plus chaud, tac, dès que tu passes, qui est bien admis comme l'équateur, boum, tu te rends compte que les températures redescendent. Ou pas. Non, parce que des fois, je sais pas, on va pas réinventer la roue non plus, quoi. Mais je veux dire, demande à Stéphanie si elle a froid ou elle a pas froid. Parce qu'elle y habite. Hein, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui aiment lui écrire aussi. Donc, bah voilà, quoi, les gars, quoi. Donc, moi, ça me va parce que du coup, je comprends les typhons, je comprends la circulation des vents, je comprends les saisons, je comprends pourquoi il fait plus froid une fois que j'ai dépassé l'équateur, je comprends pourquoi plus je vais au sud, là, et plus j'ai chaud. Je veux dire, quand je vais en Espagne, il fait plus chaud que quand je suis en Suisse. Si je vais au sud de l'Espagne, il fait plus chaud. Je vais arriver au Maroc, il fait encore plus chaud. Jusqu'à arriver sur la ligne de l'équateur, le Gabon par là. Et puis après, si on continue, eh ben, ça va s'inverser et je vais avoir de plus en plus froid jusqu'à arriver au pôle. Si ce pôle c'était effectivement une limite, j'aurais pas de plus en plus froid, j'aurais toujours de plus en plus chaud. Ça me semble, ça me semble bien comme ça me semble assez clair et évident. Mais putain, il tombe ce trépied. Ah, mais je tire sur lui. Ah oui, à chaque fois que je mets le... Ah, bon, attends, je vais le débrancher. Voilà. Bien, 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 bien. Bon, bah ça, c'était la partie pacifiste, parce que ça, je crois que ça énerve moins, je sais pas, les platistes, j'en vois moins. On va sur les chemtrails. Mon Dieu, protège-moi, aide-moi. Ah bon, je sens que... non, je sens rien du tout, que c'est bon, le traite, le je sais pas quoi, là, putain, tout ce que j'ai pas entendu que c'est l'histoire de chemtrail, quoi. Alors de nouveau, prérequis, si toi tu es heureux, enfin si tu es heureux, si tu as un os à ronger avec cette histoire de chemtrail, que tu es persuadé de détenir une vérité, c'est le moment peut-être vraiment de couper cette vidéo. Je répète que les arguments qu'on me donne, que c'est les avions de l'OTAN qui balancent ça, j'en n'en sais rien les gars, je dis de nouveau, la réponse est certainement pas ça ou ça, mais c'est certainement ça et ça. Il commence à m'emmerder ce truc. Ah, je vais pas. Attendez, je suis désolé. Voilà. Mon trépied là, il se casse complètement la gueule. Ça me permet de réfléchir à ce que je vais dire. Tiens, bon, on peut éteindre le soleil. Merci soleil, on n'a plus besoin de toi. Bon, alors donc les chemtrails. Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie particulièrement? Parce que ça a recommencé. Hein, donc, après la vidéo, j'ai reçu quelques mails. Oui, mais nana, mais tous les pilotes savent ça. Enfin, nanana, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN. Bah, l'OTAN,
Il a bon dos, l'OTAN. Alors voilà, j'en sais rien si c'est l'OTAN ou pas. Première question que je me pose par rapport à ça, je te le mets comme question ouverte, hein. Est-ce que l'OTAN, est-ce que ceux qui pilotent les avions, est-ce que ceux qui commandent l'OTAN, est-ce que toute l'organisation de l'OTAN, est-ce qu'ils vivent bien sur cette planète ou pas? Ça me rappelle beaucoup l'argument qu'avait défendu Bachar al-Assad quand on disait qu'il gazait son propre pays. Et quand je suis allé l'écouter pour voir, mais c'est vrai, pourquoi il gaze son propre pays, tu vois? Cet argument ne tient pas la route parce qu'imaginez-vous qu'il y a toute une hiérarchie. Moi, je donne des ordres tout en haut de l'armée, et après, il faudrait que tout le monde obéisse. Et en fait, ça reviendrait à dire, va gazer ta propre famille, tu vois. Donc, en fait, déjà, bon, moi, c'est ce qu'il disait hein, à l'époque, je ne vais pas m'étendre là-dessus très longtemps. Mais le gazage, en l'occurrence, c'est pas précis. Enfin, on a comme une armée qui tient un peu le coup, quoi, tu vois, avec des tirs chirurgicaux, tel. Du gaz sarin, en l'occurrence, c'est quelque chose qui s'utilisait dans la Première Guerre mondiale. Mais tu vois, suivant les vents, ça va n'importe où. Enfin, c'est vraiment un truc très primitif, quoi. Donc déjà, vous êtes gentil, mais bon, on est un petit peu plus moderne que ça. Et en plus, quel pilote, quelle personne normale d'esprit dirait, bah allez, Valérie, je te mets du gaz là, et je vais tuer ma mère, mon père, mes cousins, ma famille. Tu vois, il y a un moment où dans l'échelle, tu te dis, tout le monde ne peut pas accepter ça, quoi. Parce qu'ils vivent là, parce qu'en fait, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc moi, la première question que je me pose, si on me dit, bah c'est l'OTAN, moi je les connais pas, l'OTAN. Hein. Mais c'est quand même des êtres humains. Tu vois, attention à toujours ce truc, confondre l'humain et l'organisation qu'il y a derrière lui. Parce que sinon, tu tombes dans le truc, tous les flics, c'est des salauds, tous les médecins, c'est des salauds. Non, il y a des organisations, il y a des vrais humains qui travaillent dedans, qui sont plus ou moins réveillés, plus ou moins corrompus. Mais il n'y a pas... Tu peux pas dire 100% des flics sont des pourris. Tu peux pas dire 100% des médecins sont des vendus. Comme tu peux pas dire 100% des pilotes sont des traîtres et puis qu'ils ont signé des machins, comme 100% des gens de l'OTAN veulent la mort de la planète. Dans quel intérêt pour eux? Parce qu'ils y vivent, n'est-ce pas? Et alors s'ils sont là, t'imagines bien qu'à un moment ça se saurait. Je sais qu'il y a des pilotes qui ont dit, qui l'ont fait. Moi, je te parle de proportion, je te parle pas de est-ce que c'est vrai, c'est faux, est-ce que c'est blanc, c'est noir. Je dis, mais d'accord, ok, ça s'est fait, il y a des essais, peut-être il y a des gens complètement cinglés, très corrompus, mais est-ce qu'on peut arriver dans une norme, comme on me le dit souvent, il y a des quadrillages tous les jours, et puis tata, le ciel devient laiteux. Donc ça impliquerait qu'en fait, il y a une grosse organisation et que 100% des gens sont tout à fait ok pour balancer des produits chimiques sur leurs enfants, sur leur villa, sur, tu vois, même si c'est le... Alors bon, bah t'engages, je sais pas, l'OTAN des gens du pays d'à côté, mais ils sont pas cons quand même à ce point-là, j'imagine, de dire, bon, bah, moi je le balance en France, mais j'habite en Italie, je m'en fous. Tu vois, il y a un moment, quel est l'intérêt de celui qui le fait? Alors peut-être qu'il y a une élite complètement cinglée, et ça j'en doute pas non plus, hein, qui voudrait qu'effectivement, et ça je sais, et ça on va en parler aussi, mais ça c'est dans d'autres dimensions que ça se situe. Moi je te parle là du maillon final dans lequel on vit, dans la 3D. Heureusement d'ailleurs qu'on est là et qu'on n'est pas dans la 4D où il y a les reptiliens, où là ils ont des intentions qui sont un petit peu, qui ressemblent à ça. Pour des intérêts justement d'affamer le peuple et pour pouvoir faire une élite, justement, parce que sinon, si tout le monde va bien, l'élite n'a pas raison d'être. Donc là, je te rejoins complètement. Mais de nouveau, bah voilà, cette première question, je veux dire, est-ce que tu es sûr vraiment, est-ce que tu es OK avec ça, de te dire, waouh, toute l'humanité est comme ça, quoi, à ce point-là pourri, à ce point-là corrompu, à ce point-là cinglé pour se dire, écoute, moi je vais faire tuer l'humanité parce qu'on m'a payé, mais tu vas crever aussi, imbécile, quoi, si tu le fais. Est-ce que si on te donne 100 balles et puis que tu es assis sur une branche, tu vas la scier, la branche sur laquelle tu es assise, tu vois? Tu revient au même. Donc là, je reste avec vraiment un gros questionnement par rapport à ça, quoi. Ok, alors ça c'est le premier argument. Donc ce que je te disais effectivement, c'est que dans l'aviation civile, eh ben, très compliqué. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'évidemment ça soit, pour que ça soit conséquent, pour avoir un effet significatif sur toute la croûte terrestre, imagine-toi le nombre de litres et de produits qu'il faudrait balancer. Donc ça implique forcément des gros porteurs, des gros cargos. Ça, je peux te leur expliquer en long, en large, et je pense que tout le monde l'a compris, c'est que tu ne peux pas mettre des produits chimiques dans ton kérosène parce que, un, tu vas foutre en l'air tes réacteurs, deux, tu vas foutre en l'air ton produit chimique puisque tu le brûles à 1600 degrés, tu vois.
Et l'essence, il doit être quand même assez pur, quoi, parce que sinon, il y a un moment, ça brûle plus, quoi. Si tu balances, tu vois. Pour qu'il y ait un effet significatif, il faudrait quand même une certaine quantité. Tu vas pas mettre une petite saupoudrée de cyanure comme ça, et puis dire je vais tuer tout le continent, quoi. Ben non, il faudra en mettre beaucoup pour que ça fonctionne. C'est bien pour ça que je vois bien que ça ne fonctionne pas. Alors, je vais répondre à cet argument qu'on m'a envoyé le plus souvent. C'est oui, mais alors ça, c'est souvent des gens de 50, 60 ans. Je suis très content d'ailleurs, j'ai même des mamies de 80 ans qui me suivent, et ça j'en suis très honoré. Et elles m'apportent un comparatif que je comprends, qui disent oui, mais moi quand j'étais petite, il y avait pas ça. Il y avait de temps en temps un avion qui passait avec une trace et on la voyait et c'est se fumait, je sais pas si on dit ça en français, esfumar, elle se dissipait et puis on la voyait plus. Aujourd'hui, dans les villes, de plus en plus, il y a des quadrillages comme ça, tac, tac, tac. On voit que le ciel est vraiment quadrillé. Et la grosse différence, c'est que maintenant, en fait, la fumée ne se dissipe plus. Ça rend un ciel qui est laiteux. Et ça peut rester pendant des heures et des heures. Alors, permettez-moi, les mamies, de vous apporter mon degré humble de compréhension par rapport à ça. Et là, on va rentrer de nouveau dans un tout petit peu de technique. Déjà, pourquoi plus sur les villes qu'ailleurs? En général, souvent on entend ça. C'est ce que je reçois moi comme témoignage honnête d'une observation que je ne remets pas en doute. Je ne suis pas en train de prendre les gens pour des cons parce qu'ils le voient, ils voient bien que le ciel est laiteux, ils voient bien qu'il y a plus d'avions, qu'il y a plus de quadrillages. Ok, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Je valide à 100%. Pourquoi? Parce que, déjà, il y a une raison très simple à ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de trafic aujourd'hui, trafic aérien, que dans les années 60. Moi, quand j'étais petit, prendre l'avion, c'était quand même encore en luxe. Après, ça s'est démocratisé, et puis maintenant, il y a de plus en plus de gens qui prennent l'avion, il y a de plus en plus de gens tout court, donc de plus en plus de trafic. Pourquoi vers les villes, il y a plus de trafic? Parce que les aéroports sont dans les villes, les enfants. C'est-à-dire que si tu es au milieu du Sahara, tu verras de temps en temps un trafic. Le trafic aérien est moins dense que sur les villes, puisqu'en fait tous se rapprochent. Alors évidemment, Paris, ça en aura beaucoup plus que dans des petites villes comme Limoges, ou tu vois. Donc ça explique déjà cette augmentation, si tu veux, de trafic visuel. Pourquoi un quadrillage? Eh bien ça, c'est en fait tout simplement... comment expliquer ça? Les turbulences de sillage, est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu vois que sur un bateau, quand un bateau il avance très vite comme ça, il fait des vagues? D'accord? Il va faire des vagues comme ça, et si toi tu es avec un petit rameur à côté, eh ben, tu risques de te faire retourner. Ça peut être dangereux, tu vois, pour toi si tu as un gros bateau qui passe. Donc les fluides de l'air et les fluides liquides, ils ont des choses qui se rapprochent, en l'occurrence les turbulences de sillage. Quand tu as un gros avion, un gros porteur hein, qui vole, qui est très lourd, au bout de ses ailes, tu vas avoir cette même turbulence de sillage, c'est-à-dire que le courant d'air, il va faire flouf comme ça, il va faire un vortex, d'accord? Donc si toi tu passes à côté avec un petit avion, c'est très dangereux parce que tu peux te faire prendre par cette turbulence de sillage et te faire retourner. Pac. D'accord? J'en veux pour preuve les oiseaux migrateurs qui volent en triangle. Pourquoi ils se mettent en triangle? C'est justement parce qu'ils sont malins par contre. C'est qu'ils, comme ils font tous le même poids, ils en profitent de cette turbulence de sillage. C'est-à-dire que tu as le premier qui est le plus musclé, hein, on va mettre vraiment celui qui a une tête de fil, et après l'oie qui est à côté, elle va voler là. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'elle va se placer juste, tu vois, dans l'ascendant, dans le courant ascendant de cette turbulence de sillage du premier oiseau, et elle va s'en servir pour se poser dessus. Et donc elle va faire moins d'efforts. Idem pour celle qui est là, et qui est là, et ainsi de suite. Et idem pour celle qui est de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'on voit des oiseaux voler en triangle, à cause de la turbulence de sillage. Donc les oiseaux, eux, en profitent. Quant à l'aviation, on n'en profite pas du tout, et on s'en méfie comme de la peste. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on met des distances, des couloirs aériens, qui sont très précis, parce que du coup, il y a un moment, tu vois, tu ne peux pas rapprocher trop, et on a 60 nautiques de distance entre un avion et un autre, pour éviter, justement, pour être sûr que tu ne te prennes pas cette turbulence de sillage. Donc ce qui se passe, c'est que dans les villes, quand tu arrives, tous les avions, ils ne volent pas les uns derrière les autres, parce que dès que tu serais un peu décalé, ce serait très dangereux, mais ils volent tous parallèles. Donc chaque avion a une route propre à la sienne. Évidemment que tous ceux qui arrivent nord-sud, ils arrivent là, tous ceux qui arrivent est-ouest, ils arrivent comme ça.
Donc l'effet que ça crée dans le ciel, effectivement, et ça on le voit, tous les contrôleurs le savent très bien, c'est qu'ils font exprès, effectivement, des genres de quadrillages comme ça. Et toi, tu vas voir après un quadrillé dans le ciel. Mais c'est explicable tout simplement par les lois de la circulation aérienne, pour des raisons de sécurité de l'avion, pour pas que justement les avions soient trop proches les uns des autres et qu'ils se retournent, tu vois. Donc c'est pas un argument de dire je vois des carrés plus qu'avant, parce que des carrés plus qu'avant, c'est simplement que tu arrives sur une ville et c'est le propre même de la circulation aérienne, par des phénomènes comme je l'explique, comme de sécurité, tout simplement. Pour que si jamais toi tu arrives avec un jet privé, puis que si tu passes à côté d'un A380, alors là tu as encore des distances qui sont différentes. Mais du coup, comme ils ne pouvaient pas, ils se sont dit, bon, ce sera 60 nautiques, et puis là, c'est avec 60 nautiques, on est sûr que n'importe quelle classe d'avion, ils ne vont pas se retourner les uns les autres. Donc on est tous à 60 nautiques. Donc du coup, forcément, celui qui est à droite, il sera à 60, celui qui est à gauche, il sera à 60. Et si tu t'approches trop, tu te fais taper dessus par la radio, dire attention, turbulence de sillage. Pour la même raison, tu as les pistes sur l'aéroport de décollage, quand elles sont parallèles, tu n'auras jamais deux avions qui décollent en même temps, tu verras jamais ça. Tu as toujours un temps d'attente, et quand tu as un gros porteur, des fois tu vois le petit avion, il peut attendre derrière jusqu'à 5-10 minutes, jusqu'à avoir l'autorisation de décoller, pour attendre que cette fameuse turbulence de sillage se dissipe, et que toi tu n'arrives pas en décollant, puis tu te retournes comme une crêpe. C'est arrivé. C'est arrivé des fois, des petits avions, ils n'avaient pas respecté ce temps-là, et un gros porteur venait de décoller, l'avion décolle après, et il se retourne sur la piste, toi. Donc c'est pas cool, quoi, tu vois. Bon, de nouveau, fais ton choix. Je veux dire, si tu préfères croire qu'ils font des quadrillés pour te tuer, moi je préfère mon explication qu'ils font des quadrillés justement pour pas que les gens se retournent et pas que des gens meurent, quoi. Moi je préfère vivre dans ce monde-là. Alors après, pour répondre, alors là ça va être un tout petit peu plus complexe, quoique, même pas, pour répondre à oui, mais alors pourquoi la fumée ne se dissipe pas? Alors ça, je l'ai entendu des centaines et des centaines de fois. C'est pas de la fumée. C'est pas de la fumée du tout, en fait. Regarde, si tu veux, le principe de l'eau en surfusion. Surfusion. Dans la nature, c'est pas rare du tout d'avoir, à certaines altitudes, des molécules d'eau qui sont en dessous de 0 degré. Ils sont en dessous, mais pourtant ils restent à l'état liquide. Ils sont pas à l'état solide, ils sont pas congelés. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour que l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, il faut qu'elle ait dans ses atomes des petits noyaux d'accroche, qu'on appelle donc par exemple des minéraux, des pollutions, des choses qui rendraient l'eau impure, si tu veux. Et si l'eau est assez impure, alors là, tac, elle peut passer en mode solidification. Mais si tu as de l'eau distillée, qui n'a aucun minéral à l'intérieur et qui est d'une pureté absolue, et alors de nouveau, je trouve ça chouette, quoi, parce que quand tu arrives dans certaines altitudes, tu as des niveaux qui sont d'une pureté absolue, justement. Tu as plein de molécules d'eau comme ça qui se baladent, qui sont à l'état liquide. Donc quand il fait grand beau, l'air il n'est pas complètement sec, il y en a quand même, c'est ce que je te parlais du point de rosée. L'air n'est pas complètement séché, il y a toujours des petites molécules d'eau, sauf que comme il est à l'état liquide, la lumière le traverse, et toi tu la vois pas à l'œil nu. Donc toi tu perçois pas ces molécules d'eau avec ton œil. Il y a d'ailleurs un conte, un très vieux conte chinois, il faudrait que je le retrouve, donc c'est quelque chose qui se sait depuis très longtemps, un conte poétique où il parlait d'un lac où l'eau était tellement pure que l'eau ne gelait pas en hiver. Mais pour ça, en fait, il faut qu'il soit très stable aussi, il ne faut pas qu'il y ait aucune vibration, hein. C'est pour ça que c'est souvent par grand beau et quand il n'y a pas de vent. Et quand, je ne sais plus quel moine, j'avais lu cette histoire il y a très longtemps, c'était très joli, il avait été très surpris parce qu'il avait jeté une pierre dans ce lac et l'eau, pac, s'était solidifiée, était devenue glace d'un seul coup. Et bien ça, c'est un truc qu'ils ont refait en laboratoire. Tu peux le voir aussi, il y a des vidéos sur YouTube qui circulent de ça, où justement tu apportes de l'eau à moins 20 degrés, mais alors il ne faut pas qu'il y ait la moindre impureté dedans, c'est très difficile de le faire en laboratoire, mais ils l'ont fait. Si tu n'as pas la moindre impureté et puis que ton eau est sous zéro et elle reste à l'état liquide, il fait tac, il tape sur la bouteille comme ça, un petit coup de doigt, et tu vois ça se forme en glace d'un seul coup. À cause de la vibration, des fois, juste la vibration peut suffire pour que les noyaux s'accrochent les uns les autres et du coup deviennent à l'état solide. Bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu arrives à... oui, alors là, je vais te dire quand même une mauvaise nouvelle, mais qui ne va pas t'étonner, un avion, ça pollue quand même un minimum, évidemment. Bien qu'ils aient fait quand même beaucoup de progrès, tu brûles du kérosène, donc tu as des calamines, tu as des petites fumées, tu as des impuretés qui vont sortir du réacteur. D'accord? Donc imagine-toi,
Tu as cet air qui rentre dans le réacteur qui est très pur, qui est à moins, en général, quand on veut le haut, c'est souvent du moins 50 degrés. Il va se faire chauffer déjà dans le réacteur, il va se prendre une bonne vibration, et en plus, il va se prendre des noyaux de polluants. Donc tout ce qu'il faut pour que cette molécule liquide passe à l'état solide. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand ça sort du réacteur, si tu veux, il faut qu'elle refroidisse de nouveau. Donc c'est pour ça que si c'était de la fumée, regarde bien, regarde les avions, tu verras. Alors, sans dire qu'il n'y a pas des ébranlages, mais tu pourras faire la différence entre l'effet naturel et l'effet qui n'est pas naturel si tu en vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois la fumée, si on peut appeler ça comme ça, entre guillemets, elle se forme après l'avion, pas tout de suite. Si c'était de la fumée, tu la verrais coller au réacteur. Mais là, non. C'est-à-dire que tu as l'avion qui passe, tu n'as rien, et tout à coup, tu as de la fumée et de plus en plus grand. Ok. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que tu as cette eau qui est dans l'état de surfusion qui passe dans le réacteur, donc elle est chauffée évidemment. Donc là, elle est trop chaude pour passer encore à l'état liquide, si tu veux, et gentiment, elle va se refroidir parce qu'il fait moins 50 degrés. Et là, elle va passer sous la barre des 0 degrés. Mais comme elle a été mise en choc, en vibration, et puis avec un noyau de polluant, ça va créer un cristaux de glace. C'est de la glace, en fait, ce que tu vois. C'est des petits cristaux de glace qui restent en suspension parce que c'est des cristaux microscopiques. Mais du coup, tu les vois, parce que comme c'est à l'état solide, la lumière vient refléter dessus, tac, et toi, tu as l'impression de voir un nuage. Mais ça peut être aussi, hein, ça peut être des fois l'eau qui se condense et puis qui passe à saturation. Et ce que je disais dans le vidéo, et ça peut être aussi un nuage naturel. Ce qui ne vient pas forcément répondre au fait de pourquoi ça dure tellement longtemps. Alors pourquoi ça dure longtemps? C'est parce qu'une fois que tu as transformé ce cristaux de... non, cette molécule d'eau liquide, que tu l'as cassée puis que tu la transformes en cristal de glace, oublie pas que s'il n'y a pas de vent, peu de vent, d'accord? Regarde bien les vents quand tu verras ces ciels laiteux. En général, il faut qu'il fasse grand beau et qu'il n'y ait surtout pas de vent et qu'une pression atmosphérique soit stable. Parce que la pression, tu vois, elle peut varier comme ça dans la journée. Donc tout dépend des effets météorologiques. Si le cristal de glace, il est passé en forme de glace et qu'il se trouve à moins 50 degrés, il n'a pas de raison de fondre. Il n'y a rien qui va venir, tu vois, il faudrait que tout à coup l'atmosphère se réchauffe là, à tel point qu'il repasse en état liquide et là tu le reverrais plus. Mais une fois que la transformation est faite, tu as ton cristal de glace, il reste en suspension, tu as la pression atmosphérique, des fois elle a tendance à se dilater comme ça, donc en fait tes cristaux de glace vont rester là, ils peuvent rester toute la journée, tu vois, jusqu'à ce qu'il y ait des vents et que ça se fasse diluer. Donc si tu mets les bonnes conditions atmosphériques, tu mets beaucoup d'avions, tu as effectivement ce quadrillage par rapport aux lois de l'aéronautique tout simplement. Et après, ce ciel laiteux, eh ben, t'inquiète pas, je veux dire, la majorité des cas, c'est des cristaux de glace qui sont en suspension. De nouveau, t'excite pas si tu dis oui, non, 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 mais je sais parce que c'est l'OTAN et tout ça. Mais peut-être, mais moi, ce que je te dis, c'est que dans les villes, la circulation, elle est dense et puis par raison de sécurité, on te dit toujours qui est à côté. Si on avait 50 000 avions de l'OTAN qui volent juste en dessus de nous, on serait censé le savoir parce que ce serait super dangereux, parce que tu peux pas prendre n'importe quelle attitude, puis tu vois, il y aurait des risques de collision. Et il y a déjà vachement de monde dans les villes quand tu arrives, donc tout est millimétré. Regarde un petit peu sur les cartes, il y a des cartes où tu peux te rendre compte un petit peu du trafic aérien, on est tous côte à côte. Donc c'est là où je dis, mais alors rajouter des gros porteurs qui te font de l'épandage, il faudrait que ça soit un peu dans des zones habitées, parce que sinon, quel est l'intérêt d'aller foutre des produits au milieu du Sahara, tu vois, ou du pôle Nord? C'est là où je bug en fait. C'est là où je me dis, bah, l'argument avec un petit peu de savoir, et bah, tu vois que c'est quelque chose qui est joli, quoi, tu vois, l'eau en surfusion, qu'elle reste effectivement à l'état de cristal de glace. Donc après, ça va un peu se dilater comme ça, puis ça va finir par se mélanger. Et puis bien sûr que s'il y a beaucoup de trafic, et ben, tes cristaux de glace, ils vont rester là toute la journée. Donc bon, bah, c'est peut-être un peu chiant parce que ça va te faire un ciel un peu plus laiteux, mais c'est aucunement dangereux pour ta santé, pour tes poumons. Donc partons de l'autre principe que oui, alors tous les avions font ça, mais alors du coup, si à chaque fois que tu vois ça, mais l'aviation civile, ils volent quand, ils volent comment, tu vois, genre il y aurait trop de monde, quoi. Tu peux pas rajouter un quadrillage comme ça d'avions militaires qui te font des militaires, et toi encore passer là au milieu avec ton petit avion. Après, tu as des parapentes, t'as des planeurs, t'as du monde dans le ciel, hein, des fois. Enfin, tu vois, bon, c'est grand, mais le gros risque en tant que pilote, c'est de faire une collision, c'est de passer trop près. Donc ça, c'est aussi la base, tu vois, c'est une des bases, c'est que déjà, bon, bah, tu as des espaces civils où tu peux passer, puis les espaces militaires, alors si tu les touches, mais tu perds ta licence tout de suite. Donc tu es toujours obligé de regarder sur les cartes, waouh, est-ce que tu dois des fois un petit peu faire des contours. Surtout les nucléaires, hein, alors ça, il y a tout un truc de protection autour, tu ne passeras jamais au-dessus d'une centrale avec un avion.
Et tu passeras jamais dans une zone militaire. Et à contrario, c'est pareil, c'est-à-dire qu'une zone civile, s'il y a un avion de chasse, eh ben, ils vont vraiment te l'avertir, ou il va passer à Mach je sais pas combien, et des altitudes beaucoup plus hautes. Mais en l'occurrence, je veux dire de nouveau, nous on vole déjà quand même vachement haut, hein, on est, tu vois, enfin les avions de ligne, ils volent à 50 000 pieds, donc... non, qu'est-ce que je raconte, 12 000 pieds. Mais tu vois, si tu dois mettre un gros porteur, un avion d'épandage, et ben du coup, techniquement, c'est un peu un camion à côté d'une Ferrari, tu vois. Un jet, lui, vole encore plus haut. Les jets privés, ils volent plus haut que les avions civils. Et les gros cargos, ils volent plus bas. Parce que tu as un camion, tu as une voiture, tu as une Ferrari, quoi, quelque part. En gros, si tu veux vraiment que ça ait un effet significatif, il faudrait qu'il y ait des vols qui soient assez en basse altitude, disons. Donc forcément que toi, avec ton jet ou ton avion de ligne, il y a un moment où tu vas croiser cette couche. Donc ça se saurait, je veux dire, il y a des gens qui me diraient, mais attention, parce que là, tu vas te ramasser l'avion de l'OTAN qui est en train de faire ses épandages. On s'en fout de ce qu'il fait, mais n'empêche qu'ils vont te dire, c'est tel avion, c'est telle catégorie. Et je t'assure que bah, je vois pas, j'ai pas vu en volant des catégories de gros porteurs en dessous de moi. Non, et ça devrait se savoir, quoi. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette histoire de chemtrail. Bon, bah croyez ce que vous voulez. Croyez ce que vous voulez. J'en arrive quand même à la conclusion de dire que ce que j'ai observé, bah, c'est quand même une réalité qui est quand même beaucoup plus pacifiste, moins anxiogène. Je peux la constater, elle se valide du moment où je dis bah oui, effectivement, la nature est pas foutue. Alors on m'a aussi envoyé des trucs comme quoi les cimes des arbres étaient brûlées quand ils faisaient ça. Arrêtez d'être aussi binaire. Je dis pas non. Moi j'habite en Suisse, je l'ai pas vu, et quand j'ai volé en avion, je l'ai pas vu. Mais ça explique pas tout. Je vous crois, les gars, ok? Si tu me dis que oui, mais j'ai même entendu l'histoire de fil comme ça, de je sais pas quoi, qui prendait. Une dame a encore écrit là hier, oui, oui, mais alors justement, on voyait pas ça avant, maintenant on le voit, il y a un quadrillage, et je vois la cime des arbres qui est brûlée. J'explique pas ça, ma chérie, je mets pas ça en doute. Vraiment, vraiment. Est-ce que je lui ai répondu? C'est... Écoute, moi je suis le premier à dire, si ta santé empathie, je suis hyper désolé, je suis hyper dans la merde, et je trouve que ce serait horrible. Horrible. J'en sais rien. Ok, j'en sais rien. Voilà. On va terminer là-dessus. Parce que ce qui me touche, c'est pas qui a tort, qui a raison, on s'en fout, mais c'est se mettre les uns contre les autres pour des choses. Je veux dire, alors si on veut tous nous tuer, bah alors serrons-nous les coudes, alors, tu vois. Bon, bah moi, j'essaie de me serrer les coudes comme ça, en disant, bon, bah là, on n'essaie pas de me tuer. Moi, je vois pas la cime des arbres cramée chez moi, je vois pas les animaux qui meurent, je vois pas les gens qui ont des problèmes respiratoires, plus qu'avant l'aviation, par exemple, tu vois. Si tu regardes, il y a des données aussi très précises de quel était le type de maladie quand il y avait des mineurs au charbon, tout ça. Il y avait très peu d'avions dans le ciel, pourtant ils avaient une espérance de vie plus courte et des problèmes respiratoires plus qu'aujourd'hui. Ok. Alors bon, faites ce que vous voulez les gars, faites ce que vous voulez avec les informations que je vous apporte. Mais moi je trouve que, tu vois, ce qui est dommage, c'est que tu nourris un égrégore de peur, tu nourris un égrégore de tout le monde nous ment, tout le monde veut nous tuer. Est-ce que c'est sain d'avoir... excuse-moi de le dire comme ça, mais moi, vu de l'extérieur, pour moi, il y a parfois des délires paranoïaques. Est-ce que les délires paranoïaques, ça t'amène vers une vie qui est saine, tu vois? Et quand bien même, bah alors, je sais pas par quelle hypothèse, par quelle... Vraiment, je te jure que j'ai écouté tous les arguments, tant la Terre plate que la plus grande, que les chemtrails, et avec toute la bonne foi du monde, il manque des éléments pour dire comment est-ce que ça peut être fait à grande échelle, tu vois, avec une organisation carrée, et puis que ça ait un impact significatif sur notre santé, vraiment. Comment? C'est tout, quoi. Donc, j'ai pas la réponse, moi, j'ai pas la réponse à tout. Ce que je peux dire, c'est ce que je connais, ce que j'ai pu vérifier, ce que j'ai pu tester par moi-même. Et puis bon, bah, ma foi, cette vérité, elle me rend plus fort, plus optimiste. Donc en fait, quand bien même, de nouveau, ce que je te disais, je me tromperais complètement sur toute la ligne, mes arguments ils sont pourris, et qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a un avion, c'est pour nous balancer des produits chimiques dans la gueule,
Si je crois à ça, je risque de tomber malade, tu vois, et dire, ah bah tu vois, j'avais raison. Mais comme j'y crois pas du tout, eh ben, il s'avère que ma santé, elle va bien, tu vois. C'est un peu comme la magie noire, quoi, tu vois. Bien sûr que ça marche, bien sûr que je dis pas que tu peux pas emmerder des gens comme ça. Mais ça s'accroche par rapport à la croyance, beaucoup. C'est-à-dire que si tu essaies de faire de la magie noire sur un comptable suisse-allemand, tu vas voir si ça marche, quoi, tu vois. Parce qu'il n'est pas du tout là-dedans, parce qu'il n'y croit pas. Donc en fait, la croyance va t'attirer vers certaines choses, va créer déjà des futurs potentiels. Et si tu crois réellement qu'à chaque fois qu'un avion passe, c'est pour te tuer et pour te rendre malade, mais t'es créateur, c'est ton libre arbitre, donc ainsi soit-il, et malade tu tomberas, et c'est ça qui me fait de la peine, tu vois. Moi je veux pas que les gens soient comme ça, là, je veux dire tous à moitié morts, à moitié zombies, tout le temps dans des délires, tu vois. Peut-être qu'ils ont raison, mais la croyance va t'amener vraiment sur une vie heureuse ou sur une vie de merde, quoi. Et là, ce que je ressens dans l'énergie, c'est que les gens qui croient à ça, eh ben, ils ont une énergie quand même assez aigrie, tu vois. Ça donne des gens qui sont campés sur leur position, assis sur leur canapé, et puis qui disent moi je sais, et puis on veut me tuer, ils sont tendus, ils sont contractés, ils sont pas bien, quoi. C'est ça que je veux expliquer, les gars, tu vois. Comme ouais, mais on nous ment parce que le gouvernement. Oui, mais il y a de tout. C'est que pareil, le gouvernement c'est de la merde, je sais. Mais il y a des gens bien, il y a des gens pourris, c'est des humains. Donc c'est ce genre de vision comme ça, binaire, noir ou blanc, ça t'apporte à des guerres, ça t'apporte à dire tout ce clan-là, c'est des connards, tu vois. Comme l'autre pétasse là, de médium à 2 balles, là, qui disait tous les pilotes sont. Mais c'est quoi comme monde que tu crées? Ça veut dire que dès que tu vois quelqu'un qui travaille dans telle catégorie, c'est ton ennemi juré, il faudrait le tuer, quoi. C'est ça qui a amené l'humanité dans ses pires retranchements, dans les pires zones d'ombre. Donc c'est toujours faire preuve de discernement pour tout le temps. Et puis pas mettre des choses comme ça entières, parce que ça t'amène à rien. Et ce que je disais, bah tu vois, eh ben moi, je fais le choix de quelqu'un qui est parti avec son voilier, qui a fait le tour du monde et puis qui me raconte son expérience. Je préfère discuter avec cette personne-là que quelqu'un qui est resté 20 ans sur son canapé à dire on veut tous nous tuer, on va bientôt mourir parce que tout le monde nous ment et moi je détiens une vérité qui est géniale parce que moi je suis éveillé. Et l'autre, il se prétend ni éveillé ni rien du tout. Par contre, il fait ses expériences et il fait sa vie et du coup, il a des choses à. Il peut t'inviter, il peut partager ça, il peut, tu vois. Et comme ça, c'est même pas une question de moyens. J'en avais un ami, il est parti à pied, mais je rêve de retrouver cet ami pour qu'il me raconte waouh, c'est quoi toutes ces expériences que tu as vécues, tu vois, en faisant le tour du globe. Est-ce que oui ou non, tu as été arrêté à quelque part, mais qu'est-ce que tu as vécu, tu vois? Avec qui tu préfères discuter, toi, tu vois? Avec le mec de l'aigri de service qui a pas bougé de sa vie de son canapé avec ses croyances comme ça complètement figées, puis dès que tu viens lui toucher ses croyances, il te mord? Ou quelqu'un qui est tout le temps en train de se poser une question, te rendre, et qui est dans la découverte de la vie, tout le temps? Et qui va et qui expérimente. Ok. Donc, bon, bah voilà quoi. Voilà, voilà. Allez, j'espère que j'ai fini avec cette histoire-là. M'envoyez plus d'arguments sur la Terre plate parce que vraiment, je les ai tous reçus. Ça fait, je crois, 2, 3 ans que j'étudie le truc ou j'écoute et machin. Je crois vraiment, j'en ai fait le tour pour l'instant. Le seul argument que je suivrais, c'est bah tiens, viens, on prend un bateau, on prend un avion, on prend n'importe quoi et on va. Et on va le voir de nos yeux. Là, je te suis tout de suite, ok? T'as un voilier, t'as ce que tu veux. Moi, je te suis demain. Mais m'envoyer des photos, des médiums, des trucs canalisés, franchement, ça ne m'intéresse pas. Parce que, comme je te dis, oui, on peut canaliser sur des choses qui sont vraies, mais là, c'est une vidéo 3D, quoi, une vidéo ancrée, et puis on est là pour comprendre des choses toutes simples et puis pouvoir les utiliser. Donc je veux plus que recevoir de trucs ni Rachel que j'aime beaucoup, ni ceci a dit ça, et puis comment tu peux croire à ça, ou des photos d'avions qui fument, quoi. Je les ai toutes reçues, j'en ai, mais des pelles et des pelles. Honnêtement, je suis désolé, mais il n'y en a pas une qui est recevable aussi. Bon, toutes des argumentaires, hein, comme quoi les avions, pourquoi ils passent là, 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 là. Je ne vais pas tout expliquer, je veux dire, mais il y a des trucs qui sont. Je suis vraiment désolé, j'aurais voulu, mais il n'y a jamais aucun argument qui a pas été contrebalancé très 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 simplement. Et là encore, j'en ai énuméré juste les principaux, mais il y en a encore beaucoup d'autres, hein. Donc restons-en là sur cette histoire-là, faites comme vous voulez, ceux qui veulent croire à ce qu'ils veulent croire. Moi je trouve qu'on vit dans un monde qui est beau. Alors ça peut vous choquer si vous voulez que je dise ça, parce qu'on est dans l'alarmiste, on est dans
le catastrophisme, et c'est ça qui fait marcher les choses, et les gens adorent ça, et puis quand tu dis que les choses parfois vont bien, c'est bizarre comme c'est inversé quand même, c'est là que tu te fais plus taper sur la gueule. Plus tu dis, ouais, mais tu vois, on veut nous... Alors là, t'as des adeptes, tout le monde adore, mais après, vous plaignez pas que les médias soient toujours catastrophiques, parce que du coup, c'est aussi ce qui... C'est l'offre et la demande, hein. Si la demande est là au catastrophisme, ils vont t'en faire bouffer jusqu'à ce que tu t'en veuilles plus. Et là, moi, je le vois à mon tout petit niveau de chaîne YouTube, c'est marrant, quoi, je m'étais pas aperçu de ça. Plus tu es dans le truc, waouh, tout le monde veut nous tuer, plus tu fais des vues. Et quand tu dis, bah tiens, là j'observe que quelque chose va bien, que c'est positif, et puis que tu donnes une bonne nouvelle, c'est là où tu te fais le plus incendier, quoi. Ouais, un truc qui est bizarre là quand même, non? Donc, moi j'ai envie d'y croire, quoi. J'ai envie d'y croire que l'humanité, j'y crois jusqu'au bout. Il y a de tout, il y a des méchants, il y a des mauvais, enfin il n'y a même pas de méchants, il y a des gens qui sont un peu plus, je sais pas, cons que d'autres, quoi. Mais je trouve qu'on arrive vers quelque chose qui est très intéressant, une période qui est formidable, où on a tout, on a la nature, la technologie, on a beaucoup de chance, et puis j'ai envie de vivre ma vie comme ça. Avec de l'espoir, avec le cœur ouvert, et puis surtout être pas en guerre avec l'humanité, avec personne. Et surtout pas dire tous les médiums sont comme ça, Rachel a dit ça, Olivier a dit ça, donc du coup vous êtes contre eux. Mais non, 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 on est tous... Moi j'ai envie d'aimer tout le monde, quoi. Je veux dire, même si toi tu me dis que, de la même manière que si quelqu'un m'envoie, tu sais, je veux dire, j'ai une petite mamie qui me dit, mais voilà, dans mon jardin, il n'y en avait pas, puis maintenant j'ai des trucs tout là, puis je m'inquiète et tout, mais je vais pas lui sauter à la gorge, je l'aime pareil. Puis si elle a envie d'y croire, mais elle y croit, et peut-être qu'elle a raison, tu vois, ça doit pas être un truc à se foutre sur la gueule, quoi. Bon, allez, je me répète, les petits chéris, la prochaine vidéo sera, j'espère, j'imagine, sur l'histoire des chants quantiques, ok? Et puis là, on ira plus loin, puis on comprendra un petit peu le bien, le mal. Je crois qu'il faut effacer ces concepts, hein, les gentils, les méchants, tout ça, là, faut sortir de ça, quoi, parce que tout est autorisé, tout est champ d'expérimentation, et tout est beau, et la lumière gagne dans tout ça. Et même Lucifer, c'est quelqu'un, c'était le bras droit du Seigneur, si tu veux. Donc même lui vient de la source, en fait. Donc il n'y a pas de mal. Il y a des ombres et des lumières, des yin et des yang, etc. Quoi. Ok. Allez, je vous aime fort, les gars. À bientôt. On verra comment je me fais engueuler. Elle était longue, hein, cette vidéo. Hein. Peut-être. Je sais pas si t'as suivi jusqu'à là, bravo en tout cas. Hein. Moi, c'était pas évident pour moi. Allez, gros bec.